bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 16e numéro de On va se faire foot. Un numéro de On va se faire foot qui, exceptionnellement, va démarrer par du rugby. Parce que Giancarlo et moi, on n'est pas du tout objectifs et que c'est notre année. Les joueurs toulousains, que ce soit en foot ou en rugby, ont décidé qu'ils nous mettaient bien en 2023. Donc, on en profite. Donc, ce soir, on parlera donc rugby, une fois n'est pas coutume, pendant à peu près 45 minutes. Et pour les 10 minutes restantes, et pour les 10 minutes restantes, on parlera foot. On parlera du Paris Saint-Germain et l'arrivée de Luis Enrique. Et le dernier thème, c'était quoi? Je ne me souviens plus. On parlera, oui, Grèce. ce magnifique match de l'équipe de France, France contre Grèce. Donc, avec moi, comme vous l'avez remarqué, Giancarlo Brunier, le bouclier de Brunus, Salut les gars. et Daniel Montero avec un entraîneur au nez cassé. Donc. Bonsoir à tous. Et sans plus tarder, donc, on commence par le premier thème. Et le match du week-end, donc, c'était la finale du top 14 qui a vu s'affronter Toulouse et La Rochelle avec un scénario, je dirais, rocambolesque, puisque Toulouse l'a remporté dans la dernière minute suite à un essai de Robin Tamac, qui avait fait jusque-là un match de cadet, quoi. Et donc, la question est simple. Est-ce que finalement, le scénario est si cruel que ça pour La Rochelle? Et je donne tout de suite la parole à notre envoyé spécial Giancarlo Bruni, qui était au Stade de France donc, ce week-end. Merci Mehdi. Viens, Euh, je t'en prie. Vu du Stade de France, moi je dirais que non, c'est pas si cruel que ça. Alors après, il faut peut-être distinguer plusieurs choses. Moi évidemment, j'étais hyper heureux que le Stade Toulousain gagne ce nouveau titre, mais j'ai quand même eu une pensée pour les joueurs de La Rochelle, parce que ils s'approchent de plus en plus à chaque fois en fait. Ouais, Ils sont l'écart très, se réduit, ils perdent. l'écart se réduit. En 6 ans, on a quand même eu une progression assez incroyable de cette équipe qui a été capable de nous faire douter finalement jusqu'à la 76e minute, quoi. Euh, 78e. ouais, mais moi déjà à 76e, je savais ce qui allait se passer. On le savait, avec Mehdi, on le savait. Euh, Après, est-ce que c'est cruel finalement sur la physionomie du match au final, je trouve pas tant que ça, parce que ils nous ont jamais vraiment décroché. On a été malmené dans un secteur de jeu surtout qui était les mêlées fermées. J'ai envie de dire qu'on a gagné la seule presque qu'il fallait, hein. C'était la dernière en face de nos poteaux quand on était à 30 mètres de notre en but. Euh, donc, cruel oui et non, parce qu'à un moment donné, ce qu'a parlé, bah, c'est la classe, quoi. T'as un joueur qui a la classe nécessaire pour faire une action alors qu'il était complètement au fond du saut parce qu'il venait de louper deux actions clés dans le match, notamment la pénale touche qu'il a pas réussi à sortir. Juste avant, il faisait un en avant où il essayait de contrôler le ballon au pied. Il se rate. Ça lui ressemble pas forcément. On a cru qu'il allait douter et puis bah, finalement, c'est là que tu reconnais les grands champions, quoi. C'est qu'il a eu le mental pour finalement jouer et faire ce qui bah, lui restait à faire parce que il savait que pour sauver le match, il n'y avait plus que ça qu'il pouvait faire. En plus, c'est pas la première fois qu'il leur fait, hein. Il leur a mis exactement le même essai, mais côté droit, c'était 2 ans, je crois. Un an et demi, ouais. C'est 1 an et demi, exactement la même configuration. Donc, je trouve, je trouve ça cruel pour La Rochelle qui se fait taper depuis 5 ans par le Stade Toulousain. Donc, moi, j'ai toujours une pensée pour les joueurs parce qu'ils ont fait quand même un super match, les joueurs de La Rochelle. J'ai une pensée pour les supporters parce que c'est vraiment des gars sympas. On en a croisé plein au Stade de France. Le peuple rochelais, c'est un peuple sympa à jouer, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, le vrai bémol que je vais mettre par rapport à ça, et c'est pour ça que je trouve pas ça si cruel, c'est la réaction de O'Gara. Euh, je suis désolé, mais ce mec-là, il n'a pas du tout la classe qui sied au rugby, quoi. Non, pas trop. C'est-à-dire, au rugby, tu respectes l'adversaire avant, pendant et après le match, quels que soient les résultats. Et là, il a pas montré, l'esprit, un esprit rugby. Je suis très déçu du coup. Il est Et anglais, hein. rien que pour ça, je trouve que c'est pas si cruel que ça. Je pense que pour lui, c'est bien fait pour sa gueule. Dany. Ouais. Dany qui n'a pas vu le match au stade, lui, donc qui a l'impression télévisuelle. Ouais, moi j'ai vu le match à la télé, comme des millions de téléspectateurs. On s'est régalé euh, de cette finale. Moi, je dois avouer que ça fait
quand même plusieurs années que je suis le top 14. Je pense que c'est une des plus belles finales qu'on ait eues depuis plusieurs années. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, on a Ouais, assisté vraiment à un super duel entre les deux meilleures équipes du championnat, indiscutablement, les deux meilleures défenses du championnat. Et ça a été un combat, quoi. Ça a été un combat. Si on enlève la deuxième mi-temps et si on se focalise même que sur la première mi-temps, il y a personne à la fin, après les 40 premières minutes, personne n'est capable de dire qui va sortir vainqueur de ce match. En tout cas, c'est la perception que moi j'en avais sur la vue du match. Alors, au stade, je ne sais pas, j'ai pas cette sensibilité que Giancarlo ou toi avez eu au stade, mais sincèrement, match vu à la télé avec les ralentis et avec toute la technologie qui va avec, sincèrement, c'était un match très équilibré. Alors, est-ce que Toulouse a mérité sa victoire? Bien évidemment, oui. Toulouse mérite d'être champion. C'est un beau champion. Ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pendant la saison et sur cette finale. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Moi, le premier, je félicite Toulouse et je trouve qu'on a un beau champion cette année. Il le mérite. Maintenant, la réponse à ta question, est-ce que c'est cruel pour La Rochelle? Moi, je dis oui. Oui, parce que en ayant vu le match, Ntamak, ça aurait pu être l'homme de la défaite, et finalement, c'est l'homme du match. Parce que Giancarlo l'a dit, je suis d'accord avec lui, c'est un coup de génie en fait qui sauve ce match. Quand tu regardes à la mêlée, Toulouse s'est fait violer. À part sur le dernier, effectivement, Giancarlo a raison, le seul qu'il fallait gagner, ils l'ont gagné, et bien. Maintenant, voilà, l'éclair de génie de Romain Ntamak vient soulever complètement ouais, mais enfin, vient citer. ouais, mais ça masque pas non plus une déroute, tu vois. Ce que je veux Non, dire, non, c'est mais que, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je suis en voilà. train de dire. Pour moi, c'est un match hyper équilibré. Et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est cruel pour La Rochelle. Parce que si à la fin du match, il n'y a pas l'éclair de génie d'Ntamak et La Rochelle gagne le championnat, personne, je pense que personne pourrait dire c'est pas mérité. Ça aurait été mérité. Et effectivement, Ntamak a cet éclair de génie qu'il a eu à 2 minutes de la fin, et ça, personne ne va lui enlever. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est Ouais, mais exceptionnel. là où, moi, je pense que le déséquilibre, il se crée aussi parce que ces deux équipes-là, ben, c'est pas du tout les mêmes. Elles n'ont pas la même culture de jeu. Et La Oui, Rochelle, en fait, c'est le point ils ne principal, font que, effectivement. Et ouais, c'est ça qui a été beau, en ils, fait, Giancarlo. ouais, mais ils font que ce qu'ils savent faire, La Rochelle. Ils font que ce qu'ils savent faire. À Toulouse, je pense que la palette est beaucoup plus large. Il y a une capacité d'adaptation qui est plus importante. Et c'est ça qui fait la différence, quoi. Et C'est quand ça tu qui fait la regardes le différence. match, quand tu regardes le match de la finale, juste pour finir, je te laisse la parole, Mehdi, c'est que le plan qu'a mis en place O'Gara, c'est exactement le même plan quand tu regardes face à Leinster. C'est-à-dire que, comme tu le dis, ils utilisent en fait leur force défensive et à la mêlée pour justement gêner en fait les attaques de l'adversaire. Et contre Toulouse, ça a fonctionné. Bah Et ouais, la jusqu'à ce qu'il se différence, passe c'est que prendre tu as, derrière. Alors, ouais, voilà, et la différence, c'est que tu as Romain Ntamak qui a un éclair de génie, quoi. c'est hyper intéressant ce que tu dis, Dani, parce que O'Gara, faut pas oublier que c'est l'ouvreur historique du Munster. Et que le Munster, dans le début des années 2000, ça a été pendant longtemps la bête noire de Toulouse, notamment en Coupe À d'Europe. Toulouse. Ils perdent en Ouais. demi-finale, ils perdent en finale en 2008 contre eux en Coupe d'Europe. Exact. Ouais. Le Munster avec O'Gara, Toulouse, ils n'y arrivaient pas. Mais le Munster, c'est pas le Leinster. La différence qu'il y a entre le Munster et le Leinster, c'est la ligne de trois quarts. Et justement, c'est ce que disait Giancarlo, il n'y a pas dans la palette de jeu de La Rochelle cette alternance avant trois quarts qui fait que le Leinster est injouable pour Toulouse. C'est-à-dire que Toulouse contre le Leinster, ils se font concasser devant, comme a pu le faire La Rochelle, mais j'apporterai un bémol tout à l'heure. Et en plus, derrière, quand le ballon va derrière, ça va très Ça très vite. envoie du jeu. Ouais. La Rochelle, ils n'ont pas de ligne de trois quarts. C'est-à-dire que la ligne de Ouais, non, trois mais quarts de La Rochelle, elle te rentre dedans. Et là où c'est très surprenant, ce match-là, en fait, moi, j'ai pris le temps de le regarder. J'ai mon impression vu du stade où j'avais déjà une impression qui était plus ou moins construite, mais qui a été renforcée parce que j'ai vu le match une deuxième fois, j'ai vu le match une troisième fois. Et en fait, ce match-là, il a un tel dénouement, il a un tel twist, comme on dirait en cinéma,
que c'est un peu, ça va faire plaisir à Giancarlo la référence, c'est un peu comme Usual Suspect. Quand tu le regardes en connaissant la fin, tu vois toute la construction qui fait que tu arrives au dénouement final. Et en fait, c'est cruel, effectivement. Le scénario rend la fin cruelle pour La Rochelle. Mais en fait, quand tu regardes le match une deuxième, une troisième, une quatrième fois, tu te rends compte, moi j'avais cette impression au stade et je ne comprenais pas comment ça ne s'était pas fait avant, que la victoire, elle est inéluctable. Pourquoi? Parce que Toulouse, ils se sont adaptés. Ils ont eu un plan B. Ils se sont fait violer en mêlée, mais sur tout le reste des phases d'affrontement, ils les ont, j'allais dire un gros mot, mais ils les ont violés. Je vais pas employer le mot que je voulais employer. C'est-à-dire que tu prends, je vous invite à regarder les 4 premières minutes du match. Sur les 4 premières minutes du match, et Giancarlo, tu l'as ressenti, on s'était fait la réflexion depuis le stade. Il y a 5 plaquages offensifs de Toulouse. C'est-à-dire qu'ils leur mettent 5 cartouches dès le début en leur disant non au centre du terrain, ni Danti, ni Soiteni, vous allez passer. Et sur chaque plaquage, sur les tout premiers plaquages pendant 4 minutes, sur tous les plaquages, ils les font enculer. Les mecs n'avancent pas. Et donc, d'ailleurs, on marque le premier essai sur un plaquage défensif. D'ailleurs. Tout moi, en fait, quand Danti fait il échappe le ballon un peu avant, mais tu sens que le mec est marqué. Ah oui. Et que plutôt que d'aller au contact, il veut faire la passe sur un pas, et qu'il rate sa passe sur un pas, et que effectivement, El Tamac est très très fort sur lui, il arrive très très vite, et le ballon lui échappe. Mais en fait, tu prends toutes les autres phases d'affrontement hors la mêlée, physiquement, c'est dominé par Toulouse. Tu prends les rucks, tu prends les contre-rucks, tu prends donc les plaquages offensifs. Même en touche, c'est pas trop mal. On n'a pas perdu énormément. On s'était fait la réflexion sur les touches qu'on avait été dominé en touche. Quand j'ai revu le match, en fait, Toulouse a moins de touches que La Rochelle a joué. Et donc, en fait, il n'y a pas trop de différence. C'est vrai que La Rochelle, ils jouent 14 touches. Toulouse, ils en jouent 9. Sauf que la vraie différence, c'est que Toulouse, mine de rien, ils arrivent à voler une touche, ce que ne fait jamais La Rochelle. Et Toulouse arrive à perturber les touches. Et il y a un truc tactique qu'on n'avait pas vu sur le match, Giancarlo. On s'est dit, Roumat, il fait un match de merde. On se l'est dit. Hein, c'est vrai. Sortir Roumat, faut faire rentrer Tolofua, Roumat sert à rien, etc., etc. On sera tous les trois d'accord de dire que La Rochelle, ils construisent la plupart de leurs victoires sur les touches et les groupés pénétrants. Là, sur les groupés pénétrants, ils ont strictement rien fait. Ils ont été pris à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu lancer une seule fois sur Skelton. Et pourquoi ils n'ont pas lancé une seule fois sur Skelton? Je vous invite à regarder les vidéos de toutes les touches. Parce qu'ils ont mis Roumat au marquage individuel sur Skelton. Et que donc les Rochelais, Roumat étant le meilleur sauteur de Toulouse, ils n'ont jamais osé lancer sur Skelton. Parce que quand Skelton reçoit la balle avec ses 150 kilos et qu'il se met en opposition, ils construisent le molle autour de lui. Tu ne peux pas te mettre comment on dit, rentrer dans le molle. Et là, finalement, ils les ont obligés à lancer sur Aldrit, à lancer sur Baudéan, à lancer sur d'autres personnes. Et à chaque fois, ils leur ont perturbé les molles. Et plus important, la seule équipe qui a récupéré des points sur des molles, c'est Toulouse. Ils récupèrent 6 points sur des groupés pénétrants. Ouais. La Rochelle, ils en récupèrent 0. Et normalement, ils prennent beaucoup de points sur ça. Donc, en fait, l'impression qu'on entend depuis dimanche matin, que Toulouse a été concassé devant, etc., c'est vrai pour la mêlée, mais c'est vraiment pas vrai pour le reste. Voilà, tu as par exemple 2 pénalités que récupère Toulouse sur contre-ruck, plus important, le dernier ballon qui amène l'essai, il est récupéré sur contre-ruck à 3 minutes de la fin par Alban Placine, et c'est ce qui change le match, d'une certaine manière. Voilà. Mais Mehdi, juste pour rebondir sur ce que tu dis, tu vas dans mon sens. C'est-à-dire que, à ta question, est-ce que c'est cruel? Oui. Mais le résultat, il est logique. Hein. Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Ultra logique. Pour moi, tout ce que tu viens de dérouler, et après, tu peux encore parler de l'aspect individuel. Parce qu'effectivement, Toulouse, quand tu regardes d'un point de vue individuel, il n'y a pas un joueur qui a été en bas. À part Romain Ntama qui a fait une connerie, effectivement, sur la pénale touche qui rate, mais derrière, il se rattrape. Donc, du coup, je dirais Ramos aussi. Oui, mais quelque part, il y a un équilibre en termes de performance qui est maintenu. Alors que, par exemple, à La Rochelle, Danti, qu'on attendait justement sur ce match-là, il a été absent. Il a raté son match. Ah ben, Danti et Soiteni, en fait, ce qui est très surprenant, mais ça, on l'a vu dès le départ, dès les premiers plaquages, c'est qu'au centre du terrain, on l'avait dit, tu te souviens, la dernière émission, en préparation de la finale, on avait dit ça va se jouer sur les 3/4 centres, au centre du terrain. Si Toulouse tient le choc, ils gagneront.
Et ils ont plus que tenu le choc. Ils les ont dominés au centre du terrain. Choco Mais, Barres et Pitaki, ils ont totalement dominé les deux centres de La Rochelle. ouais. Mais après, voilà, euh, au niveau de ce que tu disais par rapport à Ogara aussi, pour revenir là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi, Giancarlo, les propos qu'il tient, bon, c'est abusé. Maintenant, il faut comprendre aussi, voilà, sur la ferveur d'une finale, je Non, pense mais que ouais. ça s'est tellement joué à peu de choses que Ouais, mais tu te dis, on ouais, peut mais tu comprendre la dis, frustration. mais tu peux exprimer de la frustration et c'est normal parce que c'est des compétiteurs. Donc, tu peux exprimer de la frustration, mais tu l'exprimes différemment. Tu dis pas qu'en face de toi, tu avais une équipe moyenne qui n'a rien montré, alors que tu viens de perdre une finale, quoi. Surtout contre une équipe comme Toulouse, quoi. En On a même temps, l'impression, en même on a temps, il est, l'impression qu'il a affronté des pipes, qu'on fait un hold-up, quoi, parce que eux, la victoire leur était destinée. En communication, c'est une catastrophe, surtout au rugby. Encore que tu vas au foot, bon, à la limite, mais moi, au rugby, ce que ça je se dis voit juste, c'est pas. que voilà, pour un coach qui se bat toute une saison pour ça, Oui, mais je comprends. je peux le pardonner dans le sens où, à 2 minutes, il a le bouclier, quoi, tu vois, c'est bon. Ouais, bah Et c'est ça, mais tu dis, la vraie anomalie, c'est ça. C'est qu'en fait, Toulouse doit avoir la main sur le match bien avant. Parce qu'en fait, La Ouais, Rochelle, moi, le vrai problème que j'ai avec La Rochelle, surtout depuis qu'Ogara a pris tout seul les commandes de cette équipe. Ils avaient un autre jeu quand il y avait Jono Gibbs et ils avaient un autre jeu quand il y avait Garbajosa et Patrice Colazo. Cette équipe, on dirait, très honnêtement, la province irlandaise du Munster. Ils ne portent jamais le ballon. C'est-à-dire qu'ils ont la balle. Quand la balle arrive dans les lignes arrière, tu tapes une chandelle, tu attends que la personne en face fasse faute pour récupérer les points. Il n'y a aucune proposition de jeu. Et là, moi, où je trouve que c'est pas cruel, c'est qu'en fait, la seule équipe qui a joué au rugby, un rugby complet, à la fois devant et derrière, elle a gagné. Voilà. Parce que ouais, tu prends la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, on a l'impression que La Rochelle, il domine la deuxième mi-temps. Il domine 10 minutes dans la deuxième mi-temps. L'entrée de la deuxième mi-temps. Et en fait, il s'arrête après le deuxième essai qui marque. La deuxième mi-temps, je vous invite à la regarder. Moi, je n'avais pas du tout cette impression vue depuis le stade. Toulouse met un rythme incroyable. C'est-à-dire que sur le peu de ballons qu'ils ont, c'est à chaque fois des ouais, positions de 2-3 minutes où ils mettent un nombre de temps de jeu incroyable en envoyant le ballon à chaque fois derrière. Et les mecs, ils les rôtissent petit à petit. Et c'est là où on a l'impression que c'est inéluctable. Tu vois, j'ai noté par exemple la cinquième pénalité qu'obtient Toulouse. Il y a 2 minutes de temps de jeu. Pour revenir à 16-20, ouais, pendant il y a 8 tout phases. le ballon circule avec des prises d'intervalle et tout. Et les mecs n'en peuvent plus parce que à ce moment-là, à la 57e minute, tu commences à avoir les premières crampes de l'équipe de La Rochelle. Et nous, ça, je me souviens d'avoir fait la réflexion de te dire, ils sont en train de plonger physiquement, on va gagner. Et ce qui maintient La Rochelle dans le match, c'est tout simplement les fautes techniques de Toulouse. C'est-à-dire qu'il y a presque pas de points qui sont marqués par La Rochelle sur des prises d'initiative de leur part. C'est que sur des fautes de main de Toulouse. C'est-à-dire que ouais, et puis en plus, ouais, l'essai que marque La Rochelle, François Cross fait un en avant où il est mis sous pression par personne. Tu vois. Toulouse gagne le contre-ruck. Dupont sur la balle, sur Cross, il fait en avant. Derrière, il y a mêlée, il y a essai. La pénalité qui les ramène devant, il y a pénalité suite à il y a mêlée suite à un en avant d'Alban Placine, où il n'y a même pas en avant parce que c'est ses jambes qui touchent le ballon, c'est pas ses jambes, c'est pas ses bras. Et derrière, ils reprennent l'avantage. Mais tu prends les points que marque Toulouse, ils marquent des points que sur leur initiative. C'est-à-dire sur leur initiative défensive, même l'essai de Chocobares, il récupère la balle, il met un cadrage des bords et ensuite il passe 4 personnes. L'essai, il n'est pas fait quand il récupère la balle suite à l'en avant de Danti. Loin Donc, de là. tu as finalement la seule équipe qui a produit du rugby complet et du jeu de 3 quarts, c'est celle qui a gagné. Je vous donne une dernière statistique. Les prises d'intervalle sur ce match, il y en a 6 pour Toulouse, il y en a une pour La Rochelle. Comment tu peux gagner un match comme ça? Juste en espérant que l'adversaire fasse tomber le ballon, se mette hors jeu. Non, mais C'est La Rochelle hyper en a, aléatoire. Tu lances la pièce en fait. La Rochelle en a déjà gagné plein des matchs comme ça. Mais finalement, tu peux pas gagner comme ça contre le Stade Toulousain. Ou alors tu vas gagner une fois sur 10. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'il reste 3 chances. ouais. Et puis pour gagner ce genre de match de la manière dont il joue, et je suis d'accord avec toi, il faut que tu aies justement des mecs qui soient à 100%, ce qui C'est n'était pas ça. le cas de Danty, on revient dessus. Et surtout le buteur. Le buteur, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des moments clés du match. Et les deux pénalités justement qu'il rate
à des moments clés du match, bah voilà, Ouais, elle coûte, ouais. ça fait la différence. Ouais, Oui, mais quand tu dis à 100%, je pense que c'est la bonne. Moi, je dirais 100% physiquement. Parce qu'il y a une Ouais, autre c'est ça. équipe qui m'a impressionné. Bah, en fait, La Rochelle, ils basent leur jeu sur le défi physique. Quand ils sont pris sur le défi physique, c'est ce que disait Giancarlo derrière, il y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. il Qu'est-ce n'y a qu'on pas pourrait faire? d'adaptation. Ils sont totalement perdus. Or, je vous Mm. rappelle que La Rochelle, sur ce match, ils sont victimes de 4 KO. Il y a un KO pour Botia, qui sort en protocole commotion. Il y a un KO pour Soiteni. Il y a un KO pour Uni Antonio. Et il y a un KO pour Quentin Espioc. C'est le dernier, entraînant la mêlée qui amène l'essai. Et alors, les 3 derniers que je vous ai cités, encore plus impressionnants, parce que ça, on ne le voit pas, parce qu'on avait dit qu'il avait fait un match de merde jusqu'à son essai, étant causé par Ntamak. Il met 3 joueurs KO quand même sur ce match. C'est quand même pas rien. Donc, le mec était solide quand même sur le match. Et physiquement, on en avait parlé. On s'était dit, voilà, La Rochelle, ils ont un jour de moins de récup. Comment est-ce qu'ils Avec vont moins faible. tenir? Ils ont joué sous la canicule à Saint-Sébastien. C'est quand même pas rien. Ben, en fait, à partir de la 60e, ils explosent, quoi. Et Ouais, l'essai, il est assez inéluctable parce que la dernière action, elle fait 1 minute 50 de jeu et les mecs, ils en peuvent plus, quoi. On voit qu'ils ils ont du sont mal. restés. On voit qu'ils sont complètement rôtis quand vous regardez l'action à la télé. Ils ont les mains sur les genoux. Ils ont du Bah, mal à se c'est placer. à l'image du gars qui rate son plaquage sur Ntamak aussi, hein. Le gars, voilà, il en pleure d'ailleurs à la fin du match. Le gars, je me souviens plus de son nom, mais il en pleure. Parce Mais que il y a voilà, même si un tamac passe pas, il y a essai. Parce que non, tu mais non, mais c'est regarderas, ce que tu dis, j'ai bien conscience. Physiquement, il pouvait même plus le plaquer. C'était fini. mais même Ouais, s'il mais le Mais, de toute plaque, mais, façon, il même avait s'il le passé les plaque, bras, il Ntamak, avait dans plus sa de tête, tir. c'était parti. même s'il le Il plaque, avait le plus de tir. surnombre, il est tellement important qu'il y a essai, en fait. C'est-à-dire, Ouais. au Mais, moment où Dupont sort la balle, ils sont en train de jouer un 8 contre 4. C'est-à-dire qu'ils les ont tellement fait courir avant, et ils ont tellement fait courir sur cette dernière action, ou qui dure encore une fois 2 minutes, qu'au moment où Dupont sort le dernier ballon, et vous regardez sur toute cette action, Dupont, à chaque fois, quand il sort le ballon, il porte le ballon 2 ou 3 secondes. En fait, il joue ouvreur. Il joue pas neuf. Il prend pas la balle dans le regroupement, il fait la passe. Il prend la balle, il la porte, il fait 2-3 mètres avec le ballon et il passe la balle. Et donc, en fait, quand le seul qui aurait pu stopper Ntamak à ce moment-là du match, c'est un Antoine Dupont, sauf qu'il est à Toulouse. et je te parle même pas de la vitesse de course. C'est-à-dire, encore une fois, si Leeds le prend, ils sont 4 derrière pour aller à l'essai. Tu Ouais, vois. puis le plaquage de Leeds, il est pas bon parce qu'il le plaque pas haut du corps. Non, mais C'est-à-dire que de toute façon, il essaye de le plaquer au niveau des hanches. De toute façon, les bras, ils sont passés, c'était cuit. Même s'il Il est l'attrape, cuit, c'est ouais. cuit. Non, il est cuit physiquement à ce moment-là, quoi. non, et puis, encore une fois, re-regardez l'action en vidéo, au ralenti, en faisant un arrêt sur image. Au moment où Ntamak reçoit le ballon, Leeds, il a 4 joueurs de Toulouse à défendre. Ntamak, Barassi, Aki et Lebel qui est tout seul sur l'aile avec le couloir tout vide. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Ntamak le dit, il dit que moi, quand je reçois le ballon, j'ai programmé d'écarter, de faire une sautée sur Lebel parce qu'il est tout seul et le couloir vide. Et en fait, comme le Soiteni monte en pointe et Soiteni ne peut pas faire autre chose que de monter en pointe. C'est-à-dire que comme ils sont en sous-nombre, la seule solution pour lui, c'est de prendre un tamac plein fer et de le faire reculer. Sinon, de toute façon, l'histoire, elle est finie. Il le rate, il lui ouvre l'intervalle, il part, tu vois. Mais à ce Ceci moment-là, dit, en fin de match, Mehdi, faut quand même avouer que les Toulousains étaient quand même assez soulagés et même Dupont en fin de match, c'est lui qui, pour le citer, il dit que c'est le génie de Romain qui les sauve en fait. Donc ouais, ils ont eu peur, ils se sont fait peur. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, ils avaient toutes les armes pour tuer le match bien avant en fait. exactement, exactement. Parce que moi, c'est la dernière statistique que je vous donnerai. Toulouse, ils ont mené 80% du match. Donc moi, je veux bien que pour certains, ce soit un hold-up, etc., etc. Mais un match où tu es devant 80% du temps réglementaire, c'est tout sauf un hold-up. Tu vois. C'est sûr que Je suis sur le d'accord. scénario, tu repasses devant à la fin, ça peut paraître, voilà. Mais tu prends tout le match dans son ensemble, La Rochelle, ils ont mené 15 minutes. Même pas peut-être. 10, 12. C'est La Rochelle qui a Ouais, La, tenu après le score la la plupart du temps. référence au hold-up, la référence au hold-up, je pense qu'elle est plutôt sur le fait qu'à 2 minutes de la fin, voilà, tu perds le match, quoi. On est d'accord. ouais, On est d'accord sur ça. ça fait un peu but à la dernière minute. Mais Ouais. moi, je suis complètement d'accord avec l'analyse très pointue de Mehdi ce soir. Ah Là, oui, Ouais, on ce a eu, soir. on a j'ai eu un jamais Mehdi autant de bossé, les gala. gars. On a eu un Ah, t'as Mehdi de bossé, hein, gala. Mehdi, hein, bravo, hein. Ça change. C'est impressionnant quand je bosse, hein. Non, non, mais vraiment, voilà, pour conclure, en fait, moi, je pense qu'effectivement, La Rochelle, ils étaient un peu en dessous physiquement.
et que ce qui les maintient dans le match, c'est le fait que Toulouse soit pas dans un grand soir, effectivement, comme l'a dit Ogara, ça c'est clair. Si Toulouse avait un peu peur de jouer derrière, ils ont choisi aussi de taper au pied quelquefois. Mais on sentait, nous, depuis le terrain, que dès qu'ils portaient le ballon, La Rochelle, ils n'étaient pas là. Et s'ils avaient joué comme ils ont joué les 20 dernières minutes, les 30 dernières minutes, très honnêtement, je pense qu'ils leur mettent 40 points. Parce que les mecs, physiquement, ils y sont pas, quoi. Et ils sont remis à chaque fois dans le match par un en avant, par une erreur de Tamac, par une erreur de Ramos. Mais sinon ils sont la tête sous l'eau. Typiquement, la première mi-temps, je pense que c'est celle qui résume le mieux le match. De la 5e minute jusqu'à la 35e minute, il n'y a pas match. Toulouse domine tous les débats. Il y a un avant de cross mêlé pour La Rochelle. Tu arrives à 13-13. Ils font une action sur la première mi-temps, La Rochelle. Une seule. Ouais. Ils arrivent à virer à égalité avec toi. Et c'est pour ça que c'était une très belle finale, parce qu'il y avait quand même une opposition de style entre une équipe qui a un couteau suisse, quoi. Le Stade Toulousain, c'est un couteau suisse. Ouais. Je pense que justement, ils savent jouer n'importe quelle équipe, n'importe quel style de jeu. Et en face, tu as une équipe qui excelle, mais que dans un domaine, quoi. Et du coup, c'était intéressant pour ça, cette opposition de style. Mais vous qui étiez au stade, quand Ntamak, à ce moment-là du match, quand il rate la pénale touche, vous vous êtes pas quand même dit à un moment donné, putain, Eh ben, ça, écoute, ça sent le pied. on était trois au stade. On était avec un copain. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il a plus qu'une solution, il a plus qu'un choix. Tu vas voir, il va aller marquer un essai. Il m'a dit Ouais. ça au moment où il rate la pénale touche, qui se prend Ah les ouais? mains dans la tête. Il m'a dit ça à côté. Et je dis, bah, écoute, hein, on va voir. Et puis, bah, il avait raison, quoi. Il avait Bah raison. ouais, 5 minutes après, il avait raison. Ouais. Ouais, moi après, je t'avoue que techniquement, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs parce que, quand on est allé les voir l'an dernier en demi-finale contre Castres, il te rate deux pénales touches de la même manière et qui nous empêchent de revenir et derrière on perd. Et puis surtout sur la dernière action, je sais pas si tu t'en souviens, Giancarlo, c'était devant nous la demi-finale contre Castres, il fait exactement la même prise d'intervalle, je sais pas si tu t'en souviens, et il oublie de donner Ouais, à Ramos, il se fait reprendre au dernier moment, il va pas marquer. ouais, C'est le tournant de la demi-finale. Et sa course de 60 mètres, là, elle m'a paru une éternité. Elle n'a pas duré longtemps. ouais, ouais, Elle non, m'a ouais. paru une éternité parce que je me suis dit, encore une fois, le mec va se faire reprendre. Et c'est là. Et dernier point sur la condition physique des Toulousains. Je ne sais pas si vous avez eu cette stat, mais il est flashé sur la dernière accélération à 34 km/h, le gars. À la Ouais, 78e minute. C'est quand même ouais. énorme. Quand on sait que Mbappé, il est flashé à 37 contre l'Argentine en Coupe du Monde à la 15e minute, ça vous donne ça vous donne une Ouais, idée de c'est vitesse, monstrueux. quoi. C'est monstrueux. Et Bon, en plus, mais je sais en qu'il a des plus, gènes quand on le voit, incroyables, mais il a une impression, il y a une impression de facilité en plus quand on le voit démarrer. On n'a pas l'impression qu'il est à fond sur les premiers appuis, la première accélération, quoi. Et comme tu me l'avais dit, Eddy, en plus, il en remet un coup sur les 15 derniers mètres parce il y a il y en a route un qui qui revient. revient, il y a un Route Rochelet qui qui revient en revient. travers. Donc il Non, non, réaccélère. alors, en fait, presque, c'est l'action qu'on retiendra dans 30 ans, mais c'est l'action qui résume le mieux le match, en fait. Sur les capacités physiques des deux équipes, sur la classe des joueurs dans les deux équipes, parce qu'il y a quand même fin de passe, raffut et prise d'intervalle. C'est quand même pas rien. À une vitesse incroyable et à une pointe de vitesse aussi incroyable. Parce que vous avez parlé de Leeds. Leeds, il rate son plaquage parce qu'il prend un bolide qui lui met un raffut à 34 km/h lancé quand même. Danny, si tu prends une voiture qui arrive à 30 km/h lancée, tu vas pas l'arrêter. Tu vois? Ah, Dany, peut-être. Hein. Donc bref, c'était une grande finale. Et pour répondre à ta question, Dany, moi j'avais pas vu une aussi belle finale du Stade Toulousain depuis Toulouse-Toulon en 85, hein, parce que toutes les autres, ils les ont gagnées de manière assez, on va dire, assez confortable. Donc il y avait moins de suspense. Là, effectivement, c'était une très belle finale. Et il me tarde l'an prochain, parce que je pense on n'est pas à la fin des affrontements Toulouse-La Rochelle. Même si La Rochelle, ils ont une difficulté pour les années à venir, c'est une équipe qui est vieillissante. Parce que Antonio, il a 33 ans, Skelton, il a 32 ans, Kerbarlo, il a Et puis, 32 ans, Dulin, il a 33 ans. Il va falloir voir comment ils peuvent remettre au pot, parce que c'est pas une équipe qui génère elle-même son argent. Il y a quelqu'un qui met de l'argent à chaque fois un mécène. Il va falloir quand même recruter beaucoup dans les années à venir pour maintenir le niveau actuel de La Rochelle et peut-être qu'ils ont vraiment laissé passer leur chance cette année. moi, je suis de ton avis. Et puis en plus, je pense que mentalement, enfin, celle-là, elle fait vraiment mal, hein.
C'est-à-dire que là, on n'est plus la bête noire, quoi. On est l'équipe qui battront jamais, quoi, un petit peu dans leur esprit, hein, je pense. Ah, mais Voilà. je le disais en rigolant lundi dernier, mais pendant très longtemps, on a eu des Toulouse-Clermont en finale où Clermont gagnait jamais. Et là, Ouais. dans les années 2000, on a Toulouse-La Rochelle où La Rochelle gagne jamais. Yeah. Eh bien oui, donc deuxième thème, donc on va parler donc du Paris Saint-Germain et donc Luis Enrique qui est annoncé en signature imminente pour récupérer le coaching du Paris Saint-Germain, sans doute en tandem avec Galtier, puisque Galtier a toujours pas été viré. Bon, je sais pas ce qu'il compte faire, un passo double ou un tango à deux, je sais pas. Mais donc Enrique, Luis Enrique est en arrivée imminente donc. Et ça semble à première vue être une bonne idée pour le Paris Saint-Germain. Donc la question est simple, est-ce que c'est vraiment, vraiment une bonne idée? Donc Daniel, toi, le supporter parisien, le Portugais Portugais du Nord. Euh, Écoute, à la Attends, 2 secondes. question. À partir d'aujourd'hui, je vais faire toutes les émissions avec 3 bières. Vas-y. Bon, après avoir parlé de monochrome de Whiteman, euh, on va parler de Luis Enrique. Euh, Est-ce une bonne idée? Est-ce une bonne idée? Moi, je pense que c'est une bonne idée, en fait, parce que on n'avait eu que des mauvaises idées jusqu'à présent. On avait parlé de l'arrivée de Mourinho, qui on ne savait pas, ça allait être une bonne idée ou pas. Il y a eu d'autres noms qui sont sortis, mais peut-être que celle-là, on ne l'attendait pas et que peut-être que finalement, ça peut être une bonne idée. Faut quand même savoir, enfin, vous le savez, Luis Enrique, il a été à la tête du Barcelone pendant quelques années. Ça s'est plutôt bien passé, d'ailleurs, quand il y était. Il a quand même réussi un triplé en 2015, championnat, coupe et Ligue des Champions. Euh, En 2017, nous, les supporters du PSG, on se souvient aussi de la remontada euh, historique où après un 6, enfin, ils ont fait la 4-0. remontada 4-0, 6-1. 4-0, 6-1. Donc, c'est un mauvais souvenir pour les supporters du PSG. Mais maintenant, plus sérieusement, en termes de jeu, peut-être que ça peut être un entraîneur qui peut apporter quelque chose à cette équipe, principalement au niveau de la construction du milieu de terrain. Parce on aurait tendance à croire que peut-être que Luis Enrique est bien évidemment qu'il est adepte du jeu du Barcelone, mais en attendant, il n'est pas que adepte du jeu du Barcelone, du tiki-taka. Je pense il est aussi adepte d'un milieu de terrain solide qui part vers l'avant, et peut-être que sa construction, elle va se faire autour de ça. Après, moi, je vois aussi un autre point positif, c'est que finalement, on attendait tous que Neymar s'en aille, bah, peut-être qu'il va rester du coup. Et peut-être que la proximité qu'il a avec Luis Enrique peut faire qu'il peut avoir un nouveau rôle dans cette équipe, et qu'on peut peut-être avoir une autre animation au niveau du milieu de terrain qui part vers l'avant, avec un Neymar, un Mbappé, ça peut être intéressant. Giancarlo, je sais que c'est un entraîneur qui te passionne. Ouais, comme ce club, j'ai la même passion pour l'entraîneur et pour le club, je crois. Lequel, le Paris Saint-Germain ou le Barça? Ouais, les deux, oui, effectivement, les deux. Alors là, du coup, pour moi, c'est un C'est triplé un gagnant. combo. Alors, du coup, il ne pouvait pas y avoir d'effet repoussoir plus efficace pour moi là-dessus. Un ancien entraîneur du Barça qui vient entraîner le PSG et qui en plus s'appelle Luis Enrique. Alors là, pour moi, c'est le summum. Non, mais moi, je pense que en fait, dans ce club, il y a pas il y a pas de problème d'entraîneur au fond. D'ailleurs, tu peux mettre n'importe qui sur le banc. Je pense qu'il y a un problème de cohérence générale, de management de l'organisation en fait. On comprend toujours pas qu'est-ce que c'est le projet quoi. La question, Giancarlo, hein. La question, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Bah, non, pas non. Enfin, je veux dire, c'était peut-être pas par ça qu'il fallait commencer quoi. Après que ce soit lui ou un autre, hein, ce que je veux dire, c'est que ce soit lui ou un autre, je pense que ça va pas changer grand-chose. Ça va pas changer grand-chose. Donc tu vas avoir
les mêmes cycles, les mêmes difficultés au sein de ce club. Et je pense même qu'avec le caractère qu'il a, celui-là, Luis Enrique, et je pense même que ça va durer moins longtemps, l'histoire. Moi, je ne le vois pas rester très longtemps à Paris. Je pense qu'il va claquer la porte beaucoup plus rapidement que ce qu'ont fait les autres. Euh, Moi, je pense qu'il n'est pas PSG compatible, on va dire. Tu vois. Et je parle pas forcément de jeu, tu vois. Je parle vraiment par rapport à l'institution. Quand même, partout où il est passé dans des institutions. C'est-à-dire que tu as une cohérence au sein du club, tu as, t'as une ligne directrice, t'as des valeurs dans les clubs où il est passé. Au PSG, je dois t'avouer que maintenant, moi, je vois pas très clair. Hein. Est-ce que tu aurais dit avec le recul que, avant tout ce qui s'est passé, que Guardiola, quand il est arrivé à City, il était City compatible? Il est arrivé quand? Il est arrivé quand ils ont racheté, quasiment Non, non, deux ans non, avant. il est arrivé après Mancini et après Pellegrini. Mais Il y a du pourquoi monde il a. avant lui. Et des entraîneurs qui ont gagné, tu vois, et qui n'avaient pas forcément le même style de jeu. Ça veut dire que tu mets Guardiola et Luis Enrique sur le même. Non, pas totalement, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est deux entraîneurs à fort caractère, qui n'ont pas l'habitude de laisser marcher sur les pieds. Euh, Hein. Quand tu prends un entraîneur comme Luis Enrique, ça veut dire que tu lui donnes un certain droit de regard sur la politique sportive, etc., etc. Parce que voilà, de la même manière qu'il contrôlait tout à Barcelone, y compris sur la Masia, Guardiola était pareil, comme ils sont faits dans le même moule. Je pense pas justement qu'ils viennent à Barcelone, à comment dire, qu'ils viennent à Paris pour être pour se laisser marcher sur les pieds comme ça a pu l'être pour Galtier, comme ça a pu l'être pour Emery. Un peu moins pour Tuchel, puisque Tuchel il a fait en sorte de se faire virer parce qu'il ne supportait pas justement cette ingérence du Qatar. Donc le Qatar, parce que finalement ils avaient l'embarras du choix. Hein. On a parlé de Nagelsmann, on a parlé de Mourinho, on a parlé de Luis Enrique, on a parlé aussi de Sergio Conceição. Donc ils avaient l'embarras du choix. Ce que je vois, c'est que sur ce choix-là, ces quatre entraîneurs-là, ce sont des entraîneurs à fort caractère qui, l'un comme les uns comme les autres, n'ont pas l'habitude de se laisser marcher sur les pieds et veulent avoir quand même un certain contrôle. Donc, ils avaient visiblement Ouais. décidé de ne pas prendre un entraîneur à caractère faible. Voilà, si je peux dire ainsi. Et du coup, tu penses que le management du club va se plier à ce que veut Luis Enrique? Si c'est pas le cas, effectivement, il va partir dans 6 mois. Ouais, voilà. Moi, je pense que ça va. On est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Et Ça va, d'un autre côté, ça va- moi, je suis d'accord avec ton analyse, Mehdi, parce que je l'avais noté. Je pense que Luis Enrique, il a le profil justement qui manque à tous les entraîneurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain, mis à part Ancelotti, qui avait un certain respect, enfin, de par qui il était. Mais quand tu regardes les profils, je crois que Luis Enrique, il a ce profil-là justement où il place tous les joueurs au même niveau, lui. Il l'a fait au Barça. Il n'y a pas de star en fait. Il y avait pas de. Il arrivait en fait justement. Et De pourtant, toute et façon, il pourtant, il y en a des aura plus. De Messi. Non, toute mais façon, il ok, en aura mais plus. en attendant, ouais, mais ouais, c'est vrai ce que tu dis. Mais bon, il restera quand même Neymar et Mbappé s'il reste. Donc ça fait quand même des égos assez importants. Et je pense que lui, il a peut-être cette capacité euh, où les joueurs le respectent euh, de par son passé, mais aussi en tant que personne. C'est quelqu'un quand même qui a traversé une épreuve assez compliquée. Perdu un, il a perdu un enfant juste après la sortie du Barça, je crois. Non, de Non, la quand il était sélection, pardon. sélectionneur de l'Espagne, il s'est arrêté à un moment d'être sélectionneur de l'Espagne pour Il a arrêté pendant soigner des années son parce qu'il avait un enfant. enfant. Ouais. Et donc, du coup, c'est quelqu'un où tout le monde connaît son histoire dans le milieu du football et il y a une certaine sensibilité par rapport à ça et, qui s'additionne à sa compétence de joueur qu'il a eu au Barça et surtout par rapport à. Bon, il n'a pas été, il a pas non plus gagné tous les titres que Pep Guardiola a pu gagner, mais il force un certain respect, comme peut le faire par exemple un Xavi ou même un Zidane. Et je pense que ça manque au PSG, quelqu'un comme ça, qui ait une espèce d'aura, qui puisse maintenir un certain respect au niveau du vestiaire. Bah, c'est sûr. Ancelotti, quoi. Non, mais Enfin, comme pouvait l'être Ancelotti ouais, à l'époque. bah, depuis Ouais, Ancelotti, ils n'ont pas eu un entraîneur aussi titré, en fait. ouais, Et, c'est vrai. Ouais. et donc, jusque-là, ils avaient pris des entraîneurs qui n'avaient pas vraiment fait leur preuve, qui avaient besoin de se relancer. Quand Blanc arrive après Ancelotti, il sort de l'équipe de France où il a un peu perdu du crédit. Il a besoin de se relancer, donc il est malléable. Emery, il a fait quelques trucs, mais il a la cote, mais il n'a pas vraiment pris de club de gros standing. Donc, il a besoin de se faire connaître. Pareil pour Tuchel, pareil pour Galtier.
Là, tu viens avec un entraîneur qui a été. En fait, il est dans la position de Laurent Blanc quand il a pris le PSG. Voilà. C'est-à-dire qu'il sort d'une expérience en sélection mi-figue. Lui, Blanc n'avait jamais gagné la Ligue des Champions. Mais Ouais. il avait été champion avec Bordeaux quand même, ce qui était pas une mince affaire. Quand on voit où on est Ouais, mais aujourd'hui. c'est pas comparé parce que Enrique, il a été à la tête de Barcelone pendant quasiment 3 ans. Hein. Ok, mais c'est ce que je te dis. Et il est passé Bien sûr. ensuite en sélection, il a perdu un peu de crédit en sélection. Parce que quand tu prends la Ouais, c'est vrai. sélection d'Espagne avec le matos qu'ils ont, que tu perds en demi-finale contre l'Italie alors que tu te voyais gagner l'Euro, que tu perds en huitième de finale contre le Maroc, représente, alors que tu te voyais gagner la Coupe du Monde, que pendant les matchs de poule, tout le monde les voit gagner la Coupe du Monde, c'est le plus beau jeu de la Coupe du Monde, etc., etc. Et que tu perds en marquant, en faisant pas une frappe cadrée contre le Maroc, bah, il a perdu quand même un peu de crédit, quoi. Et il a besoin du Paris Saint-Germain pour se lancer parce qu'il était sur d'autres clubs, hein, Luis Enrique. Il était annoncé à Chelsea, il était annoncé ailleurs. Finalement, il n'a pas été pris. Et est-ce que lui aussi, il se rabat pas sur le PSG alors que c'était pas sa tasse de thé par rapport à tout ce qu'a décrit Giancarlo avant parce que faute de mieux, quoi. Bon, moi après, je pense sincèrement que c'est pas une mauvaise idée s'il a les mains libres parce que c'est un entraîneur qui a fait du bon travail à Barcelone, qui a changé, qui mine de rien a eu des bons résultats et en changeant un peu le style de jeu de Barcelone. Bon voilà, il avait du matos hein, aussi. Il avait Neymar, il avait Suarez, il avait Messi, il avait Rakitic. Mais bon, Ouais, ouais. Guardiola, il avait aussi du matos. Hein. Quand tu jouais avec Villa et Pedro, tu avais aussi du matos. Mais contrairement à Guardiola, oui, c'était pas, il y avait pas un jeu, le jeu était pas, voilà, c'était pas monochrome de conversation, quoi. Il y avait aussi, c'était pas que de la possession, il y avait de la profondeur, il y avait de la prise de, voilà, il y avait Neymar et Suarez qui apportaient autre chose, et on Il n'était y avait pas autre dans chose. le tiki-taka. Donc il n'est pas dogmatique, parce que ouais, c'est le seul bémol que je mettrais, hormis Barcelone, ce mec-là n'a jamais rien fait, quoi. Il a commencé à la Roma, ça a été un four. Barcelone, ça s'est bien passé pendant 2 ans. Et voilà, la sélection d'Espagne, on en a parlé, c'était pas transcendant. Donc finalement, il va passer au révélateur. Soit ça se passe bien à Paris et il s'affirme, soit ça se passe mal et je suis pas sûr qu'on le revoit beaucoup, quoi. Mhm. Tu peux pas réussir dans ce club-là. Là, vu comment est organisé le club, vu comment est boutiqué le projet, tu peux pas y arriver. Alors, C'est- il paraît justement que dans les négociations de contrat qui traînent, il aurait demandé à avoir une certaine latitude sur le recrutement, justement, à pas être débordé sur ce terrain-là. Ouais, bah, je demande à voir. Vraiment, j'ai hâte. Hein. Déjà, ils vont se retrouver comme des cons, parce qu'il va y avoir le feuilleton Mbappé qui va durer 6 semaines. Je pars pas. Du coup, s'il s'en va au dernier moment, ils vont se retrouver, ils vont prendre ce qui reste en numéro 9. Enfin, moi, je pense qu'ils vont pas vivre un mercato très très facile non plus. Je suis Donc, d'accord avec toi. D'accord avec toi. Et dernier point tactique, je sais pas ce qu'en pense Dani, cet effectif-là, y compris dans les premiers recrutements, il a été construit pour jouer en 3-4-3. Et j'ai jamais vu Enrique jouer en 3-4-3 ou en 3-5-2. Il va vouloir jouer en 4-3-3 à la Ouais, bah, partie ouais, tout à fait. voilà. Et je trouve que ça va demander une adaptation au niveau des transferts et de l'effectif. Parce que Nagelsmann, ça avait un sens. Nagelsmann, il jouait comme ça au Bayern. Donc ça avait vraiment une logique que Nagelsmann soit le premier choix. Je sais pas pour quelle raison ça a échoué, mais là, on part sur vraiment une toute autre option de jeu, quoi. Mais moi, donc je suis ouais, d'accord. quand tu vas expliquer à Hakimi et à Mendes qui doivent jouer latéraux dans une défense à 4 et qui doivent vraiment mettre du bois et puis défendre vraiment, C'est chaud, ouais. ils vont avoir un problème. C'est chaud, effectivement. Faut Dani? pas, faut pas, en fait, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il va jouer en 4-3-3 sans aucune surprise. Hein. Et justement, le recrutement va être intéressant. On va voir justement si ce qui va arriver, ça cadre avec cette idée de jeu qu'on attend de lui, en fait. On Euh, parle de l'arrivée de Kane. de Kane? De qui? Harry De Kane. Kane. Donc ça serait une demande de Luis Enrique. Donc si véritablement ils prennent un avant-centre de la trempe de Kane, ça voudrait quand même dire que le schéma de jeu, voilà, il commence à se dessiner, quoi, Moi, avec un avant-centre. je pense que s'ils prennent Kane, ils font carton plein. Celle-là, elle est gratuite. Voilà, vous la prenez. Euh,
C'est une fulgurance. Enchaînement. Ouais, moi, alors, en fait, si tu veux, Kane, ça va dépendre de si Mbappé part ou pas. Parce que Kane, il a annoncé aussi au Real de Madrid, pour être plus sérieux. Le Real, ils vont pas faire les deux. Ils vont pas faire les deux joueurs. Donc, si Mbappé sort pas cette année de Paris, ils auront pas Kane. Hein. Je crois pas, mais bon. Ben, ça va être très intéressant. Mais moi, je pense, parce que Enrique a pas signé, on lui a vendu un projet. Si Mbappé part, que le mec va signer, moi, je pense que je vais faire une offre. Hein. Faire une offre de service. Tu as vu Giancarlo Koulibaly avait démarré dans la carrière en jouant à Football Manager. Je pense qu'on a des beaux jours devant nous. Donc, je vous propose de passer donc à l'équipe de France, donc qui a fait les 2 matchs de juin, qui a gagné 2 matchs vraiment au couteau à Gibraltar et ça se passait au Portugal à Faro. Hein. Et alors encore plus impressionnant, le match contre la Grèce, que l'équipe de France a gagné 1-0. Donc bon, si on s'en tient d'un point de vue statistique, bah, ils sont quasiment qualifiés pour l'Euro 2024, hein, puisqu'ils ont gagné tous les matchs allés. Après, au-delà, si on regarde le jeu, c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions sur ce match contre la Grèce. Et donc la question, elle est simple, hein, la suivante. France-Grèce, une purge. À qui la faute? Équipe de France ou, je sais pas, la fin de la saison, les joueurs en méforme, l'équipe de Grèce qui était quand même une belle équipe de boucher. Donc, donc je sais pas. Giancarlo, je sais que tu as suivi ce match vraiment de manière très, très attentive. Donc, ouais, je vais vous faire une confidence tout de suite. Moi, je l'ai pas vu le match. Donc à Et qui je la faute regrette pas. alors? Pour le coup, je ne regrette pas. Je ne C'est regrette pas comme à ce quand moment. c'est comme quand tu ne lisais pas les œuvres de français au C'est programme. ça. Mais j'ai quand même eu mon bac avec mention, malgré ça. Donc, je vais quand même répondre. Non, moi, j'ai pas vu le match, mais donc j'ai vu les commentaires, etc. Donc, effectivement, il y avait pas grand-chose à en tirer en termes de jeu. Donc il faut retenir juste qu'il y a une victoire qui a 3 points au bout sur un penalty en plus, visiblement. Il y avait vraiment penalty? Je ne sais pas non plus. Ah, ça, il y avait vraiment un penalty. C'était une boucherie même. J'ai jamais D'accord. vu un tacle, j'ai jamais vu un tacle à cette hauteur. C'est-à-dire Ok. que tu connais le sketch d'Alban Ivanov où il y a un goéland qui passe? Oui. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que Griezmann saute pour faire tête et le gars a le pied sur la tempe. Donc je te laisse imaginer. Bon, alors moi, je vais mettre ça sur le compte de la longueur des saisons là. C'est que quand même, t'as dans l'équipe de France des mecs qui se sont enfilés parfois 60 matchs hein, cette saison. Donc on est vraiment sur la fin. Je pense que les joueurs commencent à manquer de fraîcheur physique et puis il faut le dire, ils en ont plein le cul. Hein. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se barrer en vacances, quoi. Donc bon, ils ont fait le taf. Après, là, pour eux, je pense que la manière importait peut-être beaucoup moins. Moi, je mettrais ça sur le, je mettrais vraiment ça sur le compte de la fatigue et de la lassitude physique pour les joueurs, plus que sur un jeu qui se délite au niveau de l'équipe de France, parce que les contenus qu'ils ont proposés, alors, je mets de côté Gibraltar hein, pour le coup, parce que là, tu peux pas te faire une idée avec des équipes en face de ce niveau-là. Mais sur les contenus qu'ils ont proposés sur les deux premiers matchs, bon, il y avait quand même une certaine cohérence et c'était quand même, moi, ça, je trouvais ça quand même un peu plus solide. Même si contre les Pays-Bas, on avait fait le débat, je crois, on avait déjà commencé les émissions à cette Ouais, époque-là, je ouais. crois. En face, on avait une équipe de Régional 3, quoi, hein, qui a joué comme une équipe de R3, quoi. Ouais, Bon, il y avait beaucoup d'absents. Il y avait beaucoup d'absents dans l'équipe ouais. de Pays-Bas à ce moment-là. Donc, moi, je leur accorde le bénéfice du doute à cette équipe de France pour l'instant. Et sur ce match-là, je le mettrai sur le compte de la fatigue et du fait que ce soit le dernier match de la saison, quoi. Ouais, alors bon, pour moi qui étais au stade, il y a deux choses. Un, premièrement, la base défensive est excellente, mais bon, en même temps, c'était la Grèce en passe. Mais il y a eu deux, trois situations où il a fallu couvrir la profondeur, où je trouvais Konaté ou Pamecano vraiment très très bon dans cette couverture.
Euh, Deuxième chose, alors du coup, il y a trois choses, parce que j'ai trois trucs à dire. Deuxième chose, j'ai trouvé les milieux, en tout cas en première mi-temps, avec beaucoup de difficultés à se projeter vers l'avant. C'est qui? C'était Tchouaméni, Kamavinga et Griezmann. En fait, si t'as pas Griezmann dans cette équipe qui à chaque fois apporte la projection vers l'avant, il ne se passe rien. C'est-à-dire que Kamavinga et Tchouaméni en première mi-temps, ils étaient, mais je veux pas te dire ils étaient transparents, mais ils jouaient à chaque fois vers l'arrière ou en latéral, ça servait strictement à rien. Ah, mais c'est là où Et, je pense qu'ils sont rôtis, les mecs. et troisième, non, parce tu sens qu'ils ont pris une soufflante en deuxième mi-temps et que Kamavinga notamment, il se projetait beaucoup plus vers l'avant. Il était moins timide. D'accord. Troisième point, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que ça a toujours fait la force de l'équipe de France, c'est l'attaque. On avait cette attaque Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, et en fait, je la trouve pas équilibrée. Je la trouve pas équilibrée. Pourquoi? Parce que c'est bien dans le foot moderne de rechercher la profondeur, mais quand t'as que des sprinteurs devant, bah, tu oublies d'avoir des joueurs de foot, quoi. Et t'as pas, bon, proportion gardée, ils n'étaient pas dans le même style, mais t'as pas la palette qu'a porté Benzema et qu'a porté Giroud de touches techniques, de jeu en remise, de capable d'être gardé le ballon, de faire des ouvertures, de jouer dans leur dos. Moi, l'action pour moi qui symbolise ce match et la faiblesse de cette attaque, c'est il y a un contre à la 90e minute sur un corner de la Grèce où les mecs jouent un 4 contre 0 et ils n'arrivent pas, en faisant 4 contre 0, à faire la bonne passe. C'est-à-dire qu'ils ne marquent pas, quoi. C'est quand même exceptionnel. Arrive à 4 contre le gardien et le centre est pas bon. C'est quand même extraordinaire. Tu vois, tu te dis, mais comment c'est possible? Donc, on a quand même des attaquants qui, c'est dur à dire, mais techniquement, quand tu vois leur potentiel, c'est quand même pas Byzance, quoi. Dani? Ouais, non, je suis d'accord, on en a parlé en off et je partage complètement ce que tu dis. Euh, euh, on manque cruellement d'un attaquant qui est du ballon, quoi. Qui techniquement apporte un petit plus. Et effectivement, c'est criant là sur l'action dont tu parles. Tu vois vraiment les quatre joueurs, ils sont perdus en fait. En fait, à un moment donné, ils s'arrêtent même. Et c'est même pas un arrêt du gardien. Le gars, il rate son tir en plus. Donc ouais, c'est assez fou. Maintenant, je rejoins ce que disait Giancarlo. Je pense que c'était pas un match facile. En plus, pour la plupart des joueurs, ils sont déjà en vacances, hein. Les clubs leur ont déjà filé les Ouais. vacances, quoi. Donc c'est vrai que en termes de calendrier, c'est pas top pour les joueurs qui ont une saison compliquée, longue pour certains. Et puis en plus, ils jouent la Grèce. La Grèce, ils étaient clairement venus pour faire le hold-up. On l'a vu, quoi. C'est une équipe qui, voilà, qui refuse le jeu. Ils étaient à 6 points. Donc, s'ils faisaient le hold-up, ils gagnent ce match, ils se retrouvaient à 9 points comme la France. Parce que je pense que leur compte, il était là, en fait, hein. Ils étaient venus chercher un nul ou le hold-up. Ils étaient Donc, venus ouais, chercher un nul, mais même pas par rapport à la France, par rapport aux Pays-Bas, qui a perdu contre la France. ouais, ouais, voilà, exactement. Parce que les deux Donc, ça les premières relance. places en qualificative, ils jouent l'idée de passer devant les Pays-Bas, là. Ça. Donc, du coup, ils ont produit un jeu ouais, minable, quoi. Ils ont joué pour, voilà, pour le hold-up. Et face à une équipe de France avec des joueurs ouais, qui ont une longue saison, fatigués, déjà pour certains en vacances, comme tu le disais, Giancarlo, ouais, c'était. Moi, je leur en veux pas trop. Et puis, le job, il a été fait finalement. Ils sont premiers du groupe. Ils ont 4 matchs, 4 victoires. Et ils ont encaissé 0 but, hein, la France, hein, jusqu'à présent. Donc, je crois que le job est fait, quoi. Oui, et puis sur le à qui la faute, moi je ne veux pas oublier et dédouaner ce magnifique arbitre espagnol qui certes a sifflé Ouais. penalty en début de deuxième mi-temps, mais qui aurait sans doute pu décanter le jeu en sifflant un, deux, voire trois autres en première mi-temps, puisque surtout Mbappé. Non, mais voilà, oui, non, mais c'est vrai. Après, je vous rejoins sur le fait que la saison est longue. Après, ouais, ces matchs-là, ils sont programmés de longue date. On connaît la place dans le calendrier. C'est les rares fenêtres de tir où les sélections peuvent jouer. Pareil, hein, les premiers matchs qui vont avoir lieu début septembre, il n'y aura pas eu beaucoup de matchs de club, ça va pas être extraordinaire, hein. Mais pourtant, t'as que ça comme bloc de match, septembre, mars, juin, pour préparer ton euro, quoi. Et l'euro, ça va quand même être une grosse compète. On aura le temps d'en reparler tout l'an prochain pour voir qui sera favori à l'euro et qui va arriver lancé. Il n'y a pas vraiment de trop gros favoris. Je vois pas d'équipe européenne pour l'instant qui domine vraiment leur sujet. De Donc, toute façon, en septembre, on sera plus intéressé par la Coupe du Monde de rugby, hein. exactement.
Exactement. On espère que Romain fera le même plongeon en finale contre les Blacks. Exactement. Donc, écoutez, on vous dit bon week-end, puisque exceptionnellement, on sera diffusé vendredi, puisque la semaine a été longue pour Giancarlo et moi-même. Il a fallu qu'on se remette de nos émotions. Nos émotions. Voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. Il n'y a pas de match à avoir cette semaine. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va aller à la plage. Et on analysera peut-être le geste technique du week-end dernier. C'est le fait que Giancarlo a dormi dans une baignoire. Voilà. On vous laisse sur cette belle information. Et on vous dit à la semaine prochaine. Allez, ciao les gars. Ciao, ciao. Ciao. Woo!